Le réseau infirmier Un partenaire de soins présente aujourd'hui une entrevue avec M. André Néron, directeur associé et président comité patient partenaire à la direction collaboration et partenariat patient de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Le thème de l'entrevue aujourd'hui porte sur le partenariat patient avec le patient partenaire. Bonjour, M. Néron. Bonjour, vous allez bien? Très bien, vous-même. Très bien, merci. Ma première question porterait sur un historique du partenariat de soins avec le patient partenaire à l'Université de Montréal. Depuis octobre 2010, la Faculté de médecine a accepté de faire un virage en quelque sorte et d'inclure dans son programme les pratiques collaboratives incluant le partenariat patient sous l'égide du doyen de l'époque et du proposeur, si on peut l'appeler ainsi, ou le fondateur, Vincent Dumais, qui était lui-même un patient. Donc, c'était une initiative importante. Ça prenait de l'audace aussi d'une faculté de médecine de faire l'embauche d'un patient non scientifique, faisait tout autre chose comme profession, et d'inclure cette nouvelle vision du partenariat patient pour sa faculté et qui a débordé quelques mois plus tard dans tous les autres programmes et facultés de l'Université de Montréal en ce qui a trait à la santé. J'aimerais maintenant que vous nous parliez des rôles que jouent les patients partenaires dans le réseau de la santé, dans la formation. Bien, tout d'abord, on a commencé à recruter un ou deux patients à la Faculté de médecine. Il y a eu Vincent Dumais, il y a eu moi qui est arrivé aussi quelques mois plus tard. Et par la suite, la Faculté de médecine, qui était en discussion sur la transformation du programme de la Faculté de médecine, nous a demandé de trouver des patients pour tous les comités. Et ça, c'était quelque chose de majeur aussi comme message qu'on passait aux futurs professionnels, mais aux professionnels de la santé aussi, d'intégrer des patients partenaires. Et on parlera peut-être tantôt de la formation, comment on les recrute et comment on fait la formation des patients partenaires. Mais pour l'instant, les patients partenaires sont impliqués comme co-formateurs pour tous les professionnels de la santé en devenir qui suivent des formations en pratique collaborative ou interdisciplinarité, incluant le patient. Et donc, les patients sont impliqués là-dessus à l'Université de Montréal et on en a quelques centaines. Et nous avons également dans le réseau des patients partenaires avec différents profils et qui sont, eux, impliqués dans des comités d'amélioration continue, par exemple, sur des soins et des services qui leur sont offerts. Puis ce qui est important de voir aussi, c'est qu'un patient partenaire qui est identifié, sélectionné, formé dans un établissement de santé, c'est là qu'il va être optimal. S'il a eu un diagnostic de cancer dans un centre hospitalier X, il ne pourrait pas participer à l'amélioration continue d'un centre hospitalier Y. Il faut absolument qu'il soit mis à contribution là où il a été soigné, où il a reçu des soins ou des services sociaux. Pour le bénéfice de nos auditeurs, pouvez-vous me donner un exemple de la co-formation, parce que ça reste un peu nébuleux, ouais. Comment un patient peut contribuer à la formation? C'est important, quand on parle de co-formateur, de dire que c'est avec un professionnel de la santé. Alors, il y a dans toutes les disciplines, comme je le disais tantôt, mais à tous les niveaux aussi, première, deuxième et troisième année, qu'on soit en sciences infirmières, en psycho, travailleur social, médecine dentaire, kinésiologie ou peu importe, ils ont des modules en ligne, entre autres. Ils ont des séquences où ils doivent se préparer à agir éventuellement une journée par année à un cours qu'on appelle les CSS, 1900, 2900, 3900. Les premiers chiffres font référence à l'année dans laquelle ils sont rendus. Et ces gens-là, ces étudiants-là vont apprendre à travailler ensemble pour la première fois. Et chacun de leur côté, là je résume, mais ils vont arriver avec une perspective peut-être différente. La solution pour le patient, pour eux, sera peut-être la médecine, un autre dira c'est les sciences infirmières, l'autre dira c'est la physiothérapie. Là, ils vont apprendre à connaître leurs termes d'abord, à travailler ensemble. Mais ce qu'on ajoute aussi, c'est que la formation est donnée par un professionnel de la santé et par un patient partenaire également, qu'on appelle le profil patient partenaire, profil formateur. Et ces patients sont donc recrutés pour faire ce travail-là également auprès de la faculté de médecine, mais de toutes les autres disciplines aussi en santé. Okay. Là, vous venez de nous parler du rôle de co-formateur, oui. Mais est-ce qu'il y a d'autres rôles qui peuvent jouer, soit en clinique, soit en recherche? Oui. On a les patients partenaires profil co-chercheurs, les patients partenaires profil ressources, les patients partenaires profil coach, les patients partenaires profil mentorat, parce que c'est un autre volet qu'on fait dans l'enseignement
aussi à l'Université de Montréal. On offre aux étudiants et étudiantes, pour l'instant sur une base volontaire, ce sont des projets pilotes. Ils ont la possibilité d'être en contact pour des rencontres officielles entre 5 ou 6 étudiants de différentes disciplines, différentes années, avec un patient partenaire profil mentor, qui sera en contact avec eux pour ces 4 rencontres-là ou plus. Et le patient se donne aussi disponible, se met aussi disponible pour répondre à toutes les questions qu'un étudiant pourrait avoir. Et ça ne remplace pas les stages, bien sûr, mais c'est une valeur ajoutée à l'enseignement aux étudiants, aux étudiantes qui trouvent très intéressante parce que la plupart se retrouvent en contact avec un véritable patient pour la première fois. Et si ce n'est pas la première fois, lorsqu'ils sont avec leur patron ou des futurs patrons, lorsqu'ils sont avec d'autres collègues, ils n'oseraient pas nécessairement poser toutes les questions. Mais quand ils sont en tête-à-tête ou au téléphone avec un patient profil mentor, bien, ils peuvent évoquer toutes les questions qui leur viennent en tête et nos patients sont formés pour être très fluides dans leurs réponses et très collaborateurs avec. Alors, on veut qu'ils apprennent vraiment à travailler ensemble, entre professionnels, mais en incluant un patient partenaire. OK. Je me demandais, est-ce que n'importe quel patient peut être un patient partenaire? N'importe quel patient a potentiellement la capacité de devenir un patient partenaire. À quel niveau? Il faut que d'abord un patient soit partenaire de ses propres soins. Puis ça, c'est un choix volontaire, pas des professionnels, mais du patient, qui peut dire, moi, je veux savoir pourquoi je dois prendre telle médication. Il faut se rappeler que c'est toujours les patients qui déterminent à la fin s'ils vont mettre en application. On connaît les statistiques, 50 de la population au Québec, entre autres, mais c'est pareil dans tous les pays occidentaux, et je fais référence au Québec là, pour avoir des plus petits chiffres. Vous avez 8 millions de personnes, vous avez 4 millions de personnes qui sont atteintes d'au moins une maladie chronique. La grande problématique de ça, c'est que 2 millions de ces 4 millions n'ont pas d'observance à leurs soins ou à leur traitement. Et très souvent, c'est à cause d'un manque de communication, de collaboration. Tantôt, c'est la faute du professionnel, mais tantôt, c'est la faute du patient aussi. Donc, ils doivent collaborer ensemble dans les soins. Moi, je suis moi-même un patient, quand je rencontre mes médecins, mes équipes de soins, c'est beaucoup plus agréable, plus facile si on prend le temps de m'expliquer et si on prend le temps de m'impliquer aussi dans mes propres soins. Alors, on n'est pas des pathologies, les patients partenaires, on est des personnes avec des pathologies. Alors, il faut peut-être cesser de traiter d'abord la pathologie, mais voir ça dans son ensemble. Puis quand on a la contribution du patient, bien, on atteint les objectifs. On ne fait pas ça contre les professionnels, on le fait avec les professionnels de la santé pour arriver, eux, ce qu'ils veulent, c'est guérir ou soulager le patient. Puis nous, ce qu'on souhaite, c'est d'être soulagé ou d'être guéri quand c'est possible. Mais ensemble, on se rend compte que c'est de plus grande efficacité. Puis là, je vais me permettre de vous répondre à une question que vous ne m'avez pas posée, parce qu'on voit ça souvent dans l'actualité. Actuellement, les gens n'ont pas beaucoup de temps. Bien, on le démontre que si un patient est plus observant à ses soins, à ses traitements, s'il collabore davantage, bien, oui, ça peut peut-être prendre plus de temps à un professionnel, qu'il soit médecin ou infirmier ou infirmière, les premières fois. Mais il ne va pas se présenter 3 fois par mois, par exemple. Il va peut-être retourner une fois tous les 3 mois. Donc, c'est un gain d'investissement pour le budget santé du Québec. C'est un gain pour ceux qui disent manquer de temps. Puis c'est un bénéfice aussi pour les patients. Mais là-dessus, vous m'ouvrez la porte sur la sécurité des patients. Ça aussi, c'est un volet important. On le sait, même si on parle rarement des statistiques, qu'il y a beaucoup d'erreurs de médication, certaines rapportées, certaines pas, d'autres pas. Aux États-Unis, récemment, le British Medical Journal faisait une publication en disant qu'aux États-Unis, par exemple, sur 325 millions d'habitants, c'était la 3e plus grande cause de décès, les erreurs de médication. On parlait en milieu hospitalier. Puis on sait là-bas, c'est un système très différent, c'est privé. Bon, les règles sont différentes des nôtres, mais les statistiques sont catastrophiques partout. Donc, après les problèmes cardiaques et les cancers, c'était les erreurs de médication. La sécurité des patients est la responsabilité des professionnels et des patients. Moi, quand je suis hospitalisé, puis une infirmière m'amène un médicament, puis qu'au lieu de s'identifier très humainement à moi comme étant M. Néron, où elle me parle comme si j'étais un numéro, une pathologie, vous êtes bien le monsieur de la chambre 422. Oui, je suis de la chambre 422, mais j'ai aussi un nom. Et si on m'apporte un médicament, c'est pas pour mettre en contradiction le travail de l'infirmière. Je vais simplement lui demander c'est quoi le médicament. Et je vais pouvoir l'aider en lui disant oui, c'est bien à moi ou c'est pas à moi. Et dans cette dynamique-là, ne serait-ce que pour cet élément-là, je peux aider l'infirmière
à contribuer à ma sécurité, mais c'est ce qu'elle veut aussi. Elle ne veut pas me nuire, elle veut avoir l'objectif. Alors, des fois, dans le brouhaha, quand les choses se passent rapidement, si on fait ce genre de questions-là dans un partenariat avec son professionnel de la santé, le professionnel va réagir sur la défensive. Mais il ne faut pas être sur la défensive. Il faut dire, le patient, moi j'ai des problèmes de maladie chronique, entre autres je suis asthmatique depuis la naissance, j'en connais un bail sur l'asthme. Et si on veut me proposer quelque chose que j'ai déjà essayé 12 fois et qui n'a pas fonctionné, je devrais être en mesure de pouvoir le dire. Et sur la sécurité, quand vous arrivez à l'urgence, par exemple, d'un centre hospitalier, on va vous demander d'avoir le numéro de télécopieur de votre pharmacie. Mais ça donne quoi comme résultat? Ils vont recevoir une liste de médicaments dans un partenariat pour la sécurité du patient puis pour le bien-être du professionnel aussi. Je devrais être en mesure de pouvoir leur dire ce que je prends comme médicament. Alors, c'est ma responsabilité. Avant qu'on me dise de diminuer un médicament que je ne prends plus déjà depuis 6 mois, il faut parler. Le dossier informatisé ne va pas régler ça si on ne parle pas au patient. Mais au départ, votre question était est-ce que tout le monde peut l'être? Oui, si la personne a la volonté de l'être. Et là, je ne parle pas de capacité. Certaines personnes vont vous dire que ce n'est pas possible, la littératie. Toutes les personnes ont des problèmes ou des parties de leur vie où ils ont moins de connaissances. Un professionnel de la santé doit s'assurer que le patient a bien compris dès l'annonce du diagnostic et prendre les mots, les moyens pour lui faire comprendre. En oncologie, on entend souvent des histoires d'horreur dans différentes situations et très souvent, c'est parce qu'on part sur des idées préconçues que le patient va accepter tout de suite ce qu'on lui dit. Puis là, on va donner la responsabilité des fois à l'infirmière, tantôt à un autre professionnel pour dire qu'il faut continuer l'explication. Mais il se passe quoi avant que l'explication soit donnée? Des fois 1 semaine, des fois 2 mois. Et là, le patient s'imagine toutes sortes de trucs, alors qu'il peut être collaborateur dès le départ si on l'implique dans l'annonce du diagnostic, si on le fait de manière la plus humaine, la plus empathique possible. Il ne s'agit pas d'apporter des fleurs pour annoncer une mauvaise nouvelle. On sait que c'est une mauvaise nouvelle. Puis c'est pas toujours facile pour les professionnels de l'annoncer, mais inclure le patient partenaire, c'est dès l'annonce de son diagnostic. Maintenant, le patient peut dire « Faites ce que vous voulez avec moi ». C'est un choix. Mais de plus en plus, les gens sont informés. De plus en plus, les gens veulent être autonomes sur ce qu'ils veulent avoir. On parle de soins, qu'on parle de soins palliatifs, qu'on parle de l'aide médicale à mourir. Il faut que les patients soient non seulement impliqués de façon, j'allais dire, ponctuelle, dire oui, on a parlé aux patients. Il ne faut pas que ce soit unidirectionnel, la communication. Il faut que ce soit un dialogue. Et quand les gens sont impliqués, ils ont de meilleures observances à leurs soins par leur traitement. Et ça, vous dites que tous les patients ont le potentiel de devenir patient partenaire. Mais quelles compétences ça prend pour être un patient partenaire? On a une grille, là, je ne veux pas élaborer le détail de cette grille, mais à la Direction de collaboration et partenariat patient, on a émis, avec l'expertise qu'on a développée, ça fait maintenant presque 6 ans, expertise qui est reconnue au niveau national et international aussi, sur les compétences, un référentiel de compétences pour les patients partenaires, référentiel de compétences aussi pour les professionnels dans le partenariat patient, mais également dans le recrutement des patients. Quand on parle de soins, ça prend un patient qui soit simplement, j'allais dire, en distance par rapport avec l'annonce de cette maladie, qui ne soit pas en période de crise. Si vous annoncez à quelqu'un, écoute, tu as un cancer, est-ce que tu veux être partenaire de tes soins? C'est pas comme ça que ça va commencer, là. La personne, déjà, ne comprendra peut-être plus rien dans les prochaines secondes parce que le choc doit être absorbé, mais prendre le temps, ou entre autres dans les maladies chroniques, maladies dégénératives et autres, prendre le temps de faire comprendre au patient ce que c'est, comment il a compris ce qu'on lui a expliqué et de le mettre à contribution pour ses propres soins. Et ça se fait au quotidien avec un patient. Je me souviens que le ministre de la Santé répondait à une question d'une médecin lorsqu'il a fait la tournée des facultés de médecine à l'automne dernier. Puis la médecin lui demandait « Allez-vous faire une campagne nationale sur le partenariat patient? » Il disait que ce n'était pas nécessairement exclu, mais qu'un partenariat patient, ça commençait dans le cabinet médical. Alors, quelle que soit la campagne qu'on va faire, s'il n'y a pas de partenariat, s'il n'y a pas de relation, alors c'est ce que je répondrai aussi. Et maintenant, pour les autres profils du patient partenaire, ressources, coach, mentor, bien là, ça prend des critères particuliers et à partir de là, la liste qu'on a établie dans le guide de recrutement permet aux professionnels de la santé de bien identifier les bonnes personnes pour qu'on puisse en faire, après ça, puisse faire les rencontres, la formation adéquate et qu'ils puissent être impliqués dans différents niveaux. Justement, en termes de formation, comment vous les formez? Bien,
si vous me permettez, je répondrai d'abord comment on les recrute. Dans les milieux hospitaliers, quels qu'ils soient, puis juste apporter une précision pour les patients partenaires, il est certain qu'il y a des patients qui ont des problèmes cognitifs. Il est certain que dans des milieux pédiatriques, par exemple, ça prend aussi les parents. Ou à l'occasion, c'est le patient, même s'il est ni dans une catégorie ou l'autre, il va dire, moi, je préfère que ce soit un proche qui vienne avec moi, puis qui soit mis à contribution avec moi ou à ma place. Alors ça, il faut en tenir compte aussi. Le patient qui est recruté, qui est identifié, selon les critères, on va d'abord échanger avec lui par un appel téléphonique, voir ce qu'il a compris, ce qu'il en sait du partenariat patient. Parce que préalablement, avant de faire l'identification du patient, le patient est contacté par un clinicien. Et si le clinicien lui demande simplement, avez-vous du temps? Êtes-vous prêt à redonner? Mais tu n'as pas de détails. Il y a plein de gens qui vont le faire pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Certains vont accepter de contribuer en disant ça va peut-être aider mes soins. Ou si je refuse, ça va peut-être jouer contre moi. Donc, pour toutes sortes de raisons, les gens vont dire oui, ils vont dire non. Alors, on forme bien et on informe bien les professionnels pour comment faire l'identification du patient. Et là, parmi les critères, j'évoquais brièvement tantôt, c'est un patient qui est ni dans le déni, mais ni dans la colère. On n'est pas un groupe de revendication ni de défense des droits. Il y a des organisations qui font ça, puis ils le font bien dans la plupart des cas. Mais nous, on est là d'une façon constructive, de façon pédagogique. Et là, on va parler aux patients. Puis qui vous a identifié, pourquoi? Puis, 15-20 minutes l'entrevue téléphonique. Et après ça, on fait une rencontre en présence si la personne a passé la première étape. Et là, une entrevue d'environ 1h30, 2 heures avec la personne, de façon très conviviale. Puis on va aborder différents sujets. On ne va pas beaucoup parler de la pathologie. On n'est pas des scientifiques. On est là pour en faire une personne qui va contribuer éventuellement comme patient partenaire. Puis on va voir comment la personne, il y a certaines qualités. Il ne s'agit pas d'avoir beaucoup de diplômes universitaires, il s'agit d'être capable de communiquer sa problématique, pas penser uniquement à sa problématique. Je pense à un comité d'amélioration continue, par exemple. Une personne ayant des problèmes de santé dans cet établissement viendra contribuer en disant, voici, moi j'ai vécu ça, mais d'autres personnes autour de moi aussi qui ont vécu ça, puis de manière très constructive. On pourrait peut-être améliorer, ça peut partir de la prise de rendez-vous à la façon de faire les soins ou faire les traitements ou de prendre le temps d'expliquer les objectifs qui doivent être améliorés. Puis quand ça se fait dans un comité d'amélioration continue, les professionnels qui sont autour de la table, qui pour la première fois vont avoir un contact autre que celui relation soignant-soigné, même si on préfère dire soignant-soigné, soignant-soignant dans le partenariat patient, il en demeure pas moins qu'il faut que les professionnels s'adaptent aussi à ça au départ. Alors, ils font partie intégrante du comité à ce moment-là. Comment ça se passe justement quand vous intégrez un patient dans une équipe? Habituellement, ça se passe très bien. Des fois, au départ, les premières années, il y avait des petites réticences. Puis là, je ne dévoilerai pas de secret à personne, mais souvent, il y a une personne autour de la table, ça peut être le médecin, ça peut être quelqu'un d'autre, qui va parler à la place des autres professionnels. Mais là, on se trouve dans une situation où ce professionnel ne peut pas parler à la place du patient. Et s'il le fait, nous, on a des patients profil coach qui vont coacher le patient à faire de bonnes interventions. Et à chaque fois, il y a eu des petites hésitations, et c'est quand même rarissime. Peu de temps après, tout le monde y voyait son bénéfice. Du médecin au gestionnaire, à tous les autres cliniciens et le patient. Et souvent, le patient amène une perspective différente. On peut avoir pensé avoir un objectif sur un sujet qu'on veut traiter. Et comme n'importe quel professionnel dans n'importe quel domaine de la vie, souvent, quand on a le nez collé sur l'arbre, on ne voit pas l'ensemble de la forêt. Mais là, vous avez un arbre ou 2 arbres ou d'autres qui viennent vous dire, c'est pas tout à fait comme ça. Vous avez identifié ça comme problématique ou comme besoin pour les patients, mais nous, on pense que ça peut être autre chose. Et des fois, ça fait changer l'objectif du comité d'amélioration continue. Et ça, j'imagine que ça doit prendre un certain temps avant que la relation de confiance s'établisse dans l'équipe avec les patients, parce qu'il faut quand même être capable de reconnaître que le savoir du patient, qui est un savoir d'expérience, est aussi valide que le savoir du professionnel. Oui, puis non, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître dès le départ que les scientifiques, les experts de la maladie, ce sont les cliniciens. Mais les experts de la vie avec la maladie, ce sont les patients.
parle pas d'une fracture, là, puis ça se passe en dedans de 3 semaines, puis tout est réglé. On parle de problématiques de santé plus importantes. Bien, cette complémentarité-là doit se faire. Des fois, ça se fait plus rapidement que d'autres. Mais il ne faut pas oublier que sur un comité, quel que soit le comité, ce sont tous des êtres humains. Alors, entre professionnels aussi, des fois, même après 10 ans, ils n'ont pas une bonne collaboration. Puis des fois, ça prend juste une nouvelle étincelle pour mettre le feu sur la braise et repartir la dynamique différente. Et beaucoup de professionnels, et des médecins en particulier, nous disent qu'ils ont réappris à travailler en équipe à cause de cette nouvelle perspective, de cette nouvelle approche, et d'inclure 1 ou 2 patients dans un comité d'amélioration continue, et pour eux autres, une valeur ajoutée. Et là, maintenant, ne veulent plus faire ça à part. C'est ça. Justement, pour faire suite à votre réponse, quelle est l'empreinte du patient partenaire dans les milieux cliniques, dans la formation, en recherche? Parce que ça fait quand même 6 ans maintenant que c'est démarré. Oui. Donc, c'est quoi les traces que ça laisse? Bien, moi, je pense qu'une des traces les plus importantes, c'est le fait que tout le monde y voit le bénéfice. Et vous savez que maintenant, dans les nouveaux CIS et CIUS, dans l'organigramme, il y a le volet partenariat patient. Donc, j'allais dire que la plus grande empreinte que ça a laissé, c'est que certaines personnes croyaient au début que ce serait quelque chose à la mode, d'éphémère, et pas du tout. Pourquoi? Et puis pourquoi aussi rapidement que ça? Parce que les gens y voient le plus la valeur ajoutée. Et ça, partout, je dis souvent la blague, l'essayer, c'est de l'adopter. Il y a cette réticence de certains groupes au départ, pour toutes sortes de considérations, qui vont dire mais on connaît notre travail, on fait ça depuis longtemps, on est dans le partenariat de soins depuis très, 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 très longtemps. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas toujours. Et les patients viennent contribuer à l'amélioration, et ça, il y a des professionnels et des gestionnaires qui le reconnaissent. Alors, le nombre de demandes que nous avons ne cesse d'augmenter. Et heureusement, il y a d'autres organisations avec nous. Il y a eu la chaire sur le partenariat patient et public qui a été créée il y a peu de temps. Il y a également les unités de soutien, bref, puis il y a d'autres choses qui viennent aussi très bientôt, qui fait que ça augmente notre capacité à répondre aux demandes. Mais ce que j'ai découvert, pour avoir rencontré plus de 40 000 professionnels de la santé dans les 5 dernières années, là, sur le temps avec lequel je suis à la faculté, et aussi Vincent Dumais et d'autres, on se rend compte que les personnes ont une crainte. C'est pas facile, le changement. C'est pas facile d'admettre aussi, d'être remis en question. Et on ne fait pas juste se remettre en question, on demande que les choses qui soient déjà bonnes soient conservées, mais on est toujours perfectible. Alors, c'est l'empreinte principale, c'est de voir que les gens se rendent compte que ce n'est pas une menace, que c'est un avantage. Avec ce développement grand V, en fait, c'est quoi les perspectives d'avenir pour le partenariat patient, ici ou à l'international? Bien, ce qui est amusant, c'est qu'ici, concrètement, sur le terrain, ça se passe très bien. Les plus grandes reconnaissances qu'on a eues pour l'instant, c'est à l'extérieur. Entre autres, l'ex-présidente du comité interfacultaire opérationnel à l'Université de Montréal, Marie-Claude Vanier, et Vincent Dumais ont fait des présentations à Washington il y a 2 ans. Et ce que reconnaissaient les gens, il y a une 40aine d'organisations, c'était que le modèle le plus innovant était le modèle de l'Université de Montréal. Encore récemment, dans le magazine Québec Science, une directrice d'un département, d'une faculté de médecine au Minnesota disait « Ce que l'Université de Montréal fait, c'est unique ». À Limoges, en France, l'an passé, on a reçu aussi un prix sur le développement que l'on fait comme étant la politique de santé innovante. En Belgique ou ailleurs, en Italie, tout ça, on a des collaborations où les gens mettent en application ce que l'on fait. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au départ, je me disais d'une région à l'autre du Québec, ça pourrait être différent. Mais surtout, en Europe, je me disais, ça va être très différent. Ils ont les mêmes statistiques que nous, ils ont les mêmes problématiques, les mêmes réticences au départ, mais lorsqu'ils l'essaient, ils ne veulent plus s'en départir. Vous
parlé beaucoup des médecins de la faculté de médecine, mais qu'en est-il pour les autres professionnels qui font partie de l'équipe? En fait? Oui, mais c'est ce que je disais tantôt. Là. Autant la formation, il faut créer des agents de changement, mais il faut que ces agents de changement, lorsqu'ils arriveront dans leur milieu de travail, soient accueillis avec des gens qui comprennent ce que c'est aussi le partenariat patient. Puis tantôt, je disais, des gens qui disent qu'ils le font déjà. C'est pas de prendre un patient dans le corridor, de l'intégrer dans un comité qui serve de plante verte, en fait, puis on dit, on vous remercie, ça a été très utile. C'est vraiment l'implication au même titre. Et ça prend la collaboration de tous les professionnels de la santé. Dans un comité d'amélioration continue ou autre, si les gens ne sont pas participatifs à ça, ne sont pas... et là, je vais en profiter pour souligner votre travail à vous. Vous, Mme Lefebvre, vous avez été une des pionnières dans l'intégration des patients partenaires. Vous y avez cru. Moi, si je vais seulement en titre de patient, ça va avoir un impact X. Mais à partir du moment où je suis accompagné d'un professionnel de la santé, vous, c'est avec les sciences infirmières. Donc, les sciences infirmières ont cette capacité d'être très en contact avec les patients. Pas nécessairement en partenariat, mais très en contact. Donc, toutes les autres disciplines vont être mises à contribution, sont à contribution, autant dans le milieu professionnel de travail que dans l'enseignement. Il faut arrêter aussi les idées préconçues. Autant sur le partenariat que sur les soins et services sociaux, souvent je demandais à des infirmiers ou infirmières qui est le professionnel qui est le plus en contact avec le patient lors d'une hospitalisation. Et la première réponse qui vient, c'est l'infirmier ou l'infirmière. Oui, dans certains domaines, dans certaines sphères de la santé, mais moi qui ai été hospitalisé plusieurs dizaines de fois, il fallait toujours que je me réadapte aux 8 heures à la nouvelle infirmière que j'avais. Et ça pouvait être comme ça, 7 jours, 10 jours, je voyais 3 nouvelles personnes par jour. Alors moi qui ai des problèmes respiratoires, mon meilleur contact, mon meilleur lien, la personne qui connaissait davantage mon dossier, était l'inhalothérapeute, qui changeait beaucoup moins souvent. Mais dans un cas comme dans l'autre, comme ça se fait des fois à très court terme ou à long terme, dans des soins qui ne sont pas à l'hôpital, quand on inclut le patient et quand le patient prend les décisions avec les connaissances du professionnel, on construit quelque chose qui est beaucoup plus rentable pour tout le monde, mais dans toutes les disciplines de la santé. Je vous remercie de nous avoir parlé de cette belle innovation qui va sûrement continuer longtemps. Alors, au plaisir. Merci à vous.